13 heures, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, les échanges hier entre le président de la République Alassane Ouattara et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale de France. Échanges dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne. Au menu également, la coopération parlementaire et le développement du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, justement, l'ouverture aujourd'hui de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale. Rencontre prévue par l'article 94 de la Constitution. Plus de 200 députés présents dans l'hémicycle. Dans ce journal, un extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Enfin, en République démocratique du Congo, l'enrôlement des électeurs prolongé de 10 jours dans la région Est. Pour commencer, les activités du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a échangé hier avec Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale de France, et cela dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne. Au menu des échanges, la coopération parlementaire et le développement économique de la Côte d'Ivoire. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Une visite de la présidente de l'Assemblée nationale française au président de la République de Côte d'Ivoire, ne serait-ce que pour lui rendre des civilités à l'occasion de son séjour en terre ivoirienne. C'est à la résidence du chef de l'État ivoirien à la Riviera Golfe que se déroulent les échanges en fin d'après-midi au cours de cette journée dominicale. À l'issue de cette rencontre, la présidente de l'Assemblée nationale française indique avoir évoqué avec le président Alassane Ouattara les liens historiques et exemplaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis très honorée de venir en Côte d'Ivoire pour mon premier déplacement en Afrique. Je suis extrêmement reconnaissante à monsieur Bictogo qui m'a invitée lors de sa venue à Paris et au président Ouattara que je remercie particulièrement pour son accueil. J'ai le bonheur et également l'honneur de conduire une délégation du Parlement français. L'importance de cette délégation montre les liens d'amitié et l'intérêt que la France, et singulièrement le Parlement français, porte à la Côte d'Ivoire. À l'initiative du président Ouattara, comme vous le savez, l'année 2023 a été déclarée année de la jeunesse. Vous avez la chance d'avoir un pays avec une jeunesse dynamique, une jeunesse qui représente aujourd'hui votre présent, mais surtout votre avenir. Et il était important pour nous, pour notre délégation, d'aller à leur rencontre. Cela nous permet de mieux comprendre votre pays, de mieux comprendre les aspirations de cette jeunesse et surtout de mieux comprendre aussi la force qui l'anime. Et donc nous savons que la Côte d'Ivoire, forte de cette jeunesse engagée, forte de ses atouts, est un pays qui a un avenir radieux. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible dans une politique de coopération, de co-construction, de partenariat que nous sommes en train d'inventer. À noter que la présidente de l'Assemblée nationale française est en Côte d'Ivoire dans le cadre de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale ivoirienne et de la session parlementaire de la francophonie prévue ce lundi 3 avril 2023 sur les bords de la lagune Ébrié. La fin des vacances parlementaires en Côte d'Ivoire. 255 députés ivoiriens ont retrouvé aujourd'hui l'hémicycle pour la session ordinaire 2023. Rencontre en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. À noter également plusieurs parlementaires africains invités, ainsi que l'invité d'honneur, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a invité les parlementaires ivoiriens à cultiver la paix, la tolérance et l'unité pour le développement du pays tout entier.
Ouverture aujourd'hui de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voici un extrait du discours du président Adama Bictogo. Cette année 2023 constitue une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Nous devons, malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses, rester attachés aux valeurs universelles de la paix et de la démocratie pour hisser notre pays au rang des pays porteurs d'espérance et de fraternité vraie, comme nous le rappelle fort opportunément notre hymne national, l'Abidjanaise. Je voudrais nous inviter à cultiver la tolérance sous toutes ses formes, au fin d'avoir un processus électoral normal et apaisé pour le bonheur de nos concitoyens. L'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nos institutions doivent par conséquent s'ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie, en termes de développement intégré, de promotion d'un vivre ensemble sans faille, dont l'Assemblée nationale doit être la force motrice et le fer de lance. Dans l'actualité nationale également, le lancement par la Direction générale du budget et des finances de sa démarche de certification multisite de l'ensemble de ses structures à la norme ISO 9001 version 2015. Ce processus qui a démarré en 2022 va s'effectuer en cette étape jusqu'en 2024. Les explications détaillées de Lanciné Bakayoko. Ce processus de certification enregistre déjà plusieurs acquis, à savoir la constitution et la formation de l'équipe projet, la formation des principaux dirigeants, la cartographie des processus, l'élaboration de la politique qualité et l'identification des parties prenantes. Un projet phare de la Direction générale du budget et des finances. Notre vision, qui transparaît dans notre politique qualité, est de faire de la DGBF à moyen terme une organisation moderne, performante et conforme aux standards nationaux et internationaux, intégrant fortement dans sa culture organisationnelle les valeurs suivantes: la rigueur, la performance et l'efficacité dans le management. Ce défi s'impose en effet au regard du rôle central que joue cette administration dans la gestion des finances publiques et des attentes de ses usagers clients qui portent sur la proactivité, la promptitude et la qualité du service rendu. C'est aussi une exigence de transparence dans la gestion budgétaire. Dans ce contexte, la norme ISO 9001 version 2015 se présente comme la voie la mieux indiquée pour atteindre cet objectif, car elle implique que l'organisation qui s'y réfère conduise ses activités suivant des méthodes reconnues au niveau international. C'est en 2015, après un audit diagnostic, que la Direction générale du budget et des finances s'est lancée dans le processus de certification, en l'occurrence dans l'ex-direction des marchés publics. Ouangolodougou, dans la région nord du pays, le budget citoyen expliqué et présenté récemment aux populations. Rencontre dans le cadre de la caravane du budget citoyen 2023. Le point dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Transparence et bonne gouvernance. La vision du gouvernement est claire. Chaque habitant doit être informé sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire, de son élaboration jusqu'à son exécution en passant par sa mobilisation. Le document élaboré à cet effet est présenté aux populations de la ville aux deux frontières, Ouangolodougou.
L'élaboration de ce document fait suite au constat que les populations pour lesquelles est élaboré et mis en œuvre le budget ne s'y intéressent pas, soit de la complexité des informations budgétaires, soit d'un manque de connaissances. En rendant l'information budgétaire accessible à tous, le budget citoyen favorise l'appropriation des actions donc, du gouvernement par les populations. La contribution à l'amélioration des politiques et leur adhésion au civisme fiscal. Une démarche de la Direction générale du budget et des finances appréciée sur place. Avec les informations de ce jour, je comprends aisément qu'il est effectivement possible de payer les impôts et à temps réel, surtout avec le nouveau procédé qu'on a mis en place, sans avoir à se déplacer, même au niveau des commerçants, les fournisseurs que nous connaissons, qui souffrent souvent beaucoup pour avoir leur argent. J'ai bien compris qu'il y a pas mal d'améliorations. Nous étions complètement ignorants. Mais compte tenu de la cérémonie d'aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits et avec le document qu'on nous a donné, ça va nous servir. Des localités comme Boisflé, Bongouanou ou encore Mankono seront également visitées par les hommes de Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances. Un mot à présent sur les travaux de la première session ordinaire 2023 du Conseil régional du Béret dans le centre-nord du pays. Au menu, le bilan des investissements dans les secteurs de la santé et de l'éducation. À noter que le Conseil régional du Béret a également traduit sa reconnaissance et sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, notamment pour les travaux de bitumage dans les prochains jours de l'axe Dianra-Bouandougou-Marandala. Charles Tatou de RTI Bouaké. Le bilan des investissements de l'exercice 2019-2022 a dominé les travaux de la première session ordinaire du Conseil régional du Béret au titre de l'année 2023. Plus d'1 milliard 34 millions de francs CFA injectés dans les projets d'équipement et d'infrastructures communautaires de base dans la sous-préfecture de Makono, dont 465 535 000 francs affectés aux infrastructures scolaires et 425 millions de francs CFA pour le secteur de la santé. Dans le secteur de la santé, il s'agit de la construction d'un bâtiment de radiologie, d'acquisition d'appareils d'échographie et de radiologie de dernière génération. Le bâtiment et les appareils biomédicaux sont prêts à être opérationnels, révèle le président du conseil régional, Dogomo Kanaté, témoignant également sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions de développement de grande envergure dans sa région. Le bitumage de l'axe Bouandougou-Dianra Village, en passant par la sous-préfecture de Marandala, va bientôt connaître le jour. Chaque fois que nous sommes dans une sous-préfecture, nous faisons le bilan des réalisations qui ont été faites par le conseil dans cette sous-préfecture-là, avec surtout les appuis du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, nous avons plus de 99% des villages sont électrifiés. Beaucoup de choses sont en train d'être faites. Je leur demande de rester confiants, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance au président de la République. Notons que le budget primitif de l'exercice 2023 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 837 524 000 francs CFA. Tiémé, Ngolo Blasso et Goulia, 3 localités de la région nord du pays, productrices d'anacarde et reliées par une route nationale. Malheureusement, cet axe se meurt, abandonné officiellement depuis 2002, et cela en raison de la crise. Les populations plaident aujourd'hui pour sa réhabilitation. Elles sont au micro de Eugène Atoubé. Ce motocycliste et sa passagère sont en partance pour Ngolo Blasso, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Madinani.
Ils auront à parcourir environ 18 km pour arriver à destination. À peine ont-ils effectué 3 km après la ville de Tiémé que commencent les difficultés de leur voyage. Motocyclistes ou conducteurs de camions, tous subissent l'extrême état de dégradation dans lequel se trouve cette route classée route nationale et qui mène à Goulia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Kagnasso, région du Foula, pour continuer jusqu'au Mali. En divers endroits de la route, des ponts de fortune qui régulièrement cèdent. Comme ici, la population de Ngolo-Blasso, dans un élan de solidarité, se sont mobilisés pour en assurer sa réparation. C'est ainsi chaque fois que cela s'avère nécessaire. C'est une route qui a été ouverte depuis 1962. Si le camion doit sortir avec un produit, on est obligé de faire sortir les jeunes pour pousser. Sinon, le camion ne peut pas aller. C'est une voie véritablement impraticable aujourd'hui qui cause d'énormes préjudices à notre population. Évidemment, les produits agricoles, on n'arrive pas à les évacuer. Les cas d'urgence, de maladie, on est beaucoup coincés. Depuis 2005, année de l'érection de Ngolo-Blasso en chef-lieu de sous-préfecture, à ce jour, la route nationale qui mène à cette localité jusqu'au-delà est la préoccupation majeure des populations réparties dans l'ensemble des 6 villages qui composent la sous-préfecture. De sources administratives, cette route a été officiellement fermée à la circulation à la faveur de la crise de 2002 et à ce jour, elle n'a fait l'objet d'aucune rénovation. Conséquence, entrer en Ngolo-Blasso ou en sortir relève d'un véritable parcours du combattant. J'ai un village qui est situé juste à côté, à 8 km, à partir de cette voie internationale, compte tenu de l'état de la route, qui est impraticable. Je suis obligé de faire le grand tour pour faire 105 km en aller et retour au lieu de 16 km. Ngolo-Blasso, une sous-préfecture presque enclavée qui souffre encore de l'impraticabilité des routes d'accès à ces villages. En attendant un écho favorable au cri de cœur des populations, celles-ci se consolent du dynamisme de la mutuelle du village, créditée de plusieurs réalisations grâce auxquelles Ngolo-Blasso a franchi de grands pas dans sa marche vers le développement et le progrès. Tous ensemble agissons contre le coronavirus. Deux nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 88 303 cas confirmés de coronavirus, 87 464 personnes guéries, 834 décès et 5 cas actifs. Faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Toujours au chapitre santé, ce programme gratuit d'opérations chirurgicales en faveur de 1000 malades de la cataracte, tous des seniors. Une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, et cela dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées. Pour en parler, Serge Colléa. Une vaste opération de chirurgie de la cataracte au profit de 1000 patients. C'est l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale avec l'appui du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Selon Aubin Tapegno-Leba, directeur des cabinets représentant Maître Adama Kamara, l'opération est gratuite. C'est une opération qui est coûteuse. C'est 300 000 francs l'œil dans le secteur médical. Avec l'opération, on essaie de ramener les coûts à des proportions qui peuvent être supportées par le ministère. Et aujourd'hui, notre capacité, c'est d'en faire 1000. 1000, on essayera de se déporter dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mais nous avons été surpris par l'engouement et par l'affluence des populations, ce qui montre que c'est un mal véritable. Aujourd'hui, je pense que le ministère va réfléchir à une réponse pour voir comment
essayer d'avoir davantage de bénéficiaires. Cette opération de chirurgie de la cataracte se tient sur une semaine. Elle va s'étendre à l'intérieur du pays pour atteindre 1000 cas prévus pour cette première phase. Le régime des travailleurs indépendants expliqué il y a quelques jours aux acteurs du secteur informel de la région du Onzi dans le centre-est du pays. Une initiative de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Le point avec Soro Corona de RTI Bouaké. Institué depuis 2019 par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, le régime des travailleurs indépendants reste méconnu des acteurs du secteur informel. Je ne connais pas le régime des opérateurs indépendants. Concernant le régime des travailleurs, ce que j'en sais, c'est que au niveau de la CNPS, c'est une mutuelle. Donc, lors du cours de votre service, que ce soit privé ou public, vous avez au moins un fonds pour votre retraite. Pour une meilleure appropriation des populations du régime, la CNPS multiplie les séances de sensibilisation. Une délégation de la Caisse nationale de prévoyance sociale a séjourné dans la commune de Demokoro, région d'Unzi. Les avantages, les montants des cotisations, les différentes prestations de ce nouveau mécanisme de sécurité sociale expliqués dans les moindres détails aux travailleurs indépendants. C'est un dispositif qui permet donc aux laissés pour compte de la sécurité sociale jusqu'à présent de pouvoir bénéficier donc de cette couverture. Donc il était important que cette mobilisation se fasse pour que le message soit diffusé très largement pour que chacun puisse connaître ce régime et adhérer surtout pour pouvoir bénéficier donc des prestations. Les commerçants, transporteurs, couturiers, artistes, menuisiers sont exhortés à s'approprier le régime des travailleurs indépendants. Sur place, plusieurs personnes se sont faites enrôler. On nous dit aujourd'hui que si tu cotises pendant 10 ans, tu as la possibilité d'aller à la retraite comme les fonctionnaires. Je dis aussi merci au président de la République d'avoir vraiment pensé au monde rural surtout. Ils sont plus de 100 000 acteurs du secteur informel à se faire enrôler au régime des travailleurs indépendants. La Caisse de compensation des prestations familiales, premier nom de la CNPS, a été créée le 15 décembre 1955. C'est le 20 décembre 1968 qu'elle prend la dénomination Caisse nationale de prévoyance sociale. Autre actualité nationale, le lancement il y a quelques jours du projet Employabilité et Entrepreneuriat de la mine de Lafigué dans la région du Hambol. C'est dans le centre-nord du pays. Une initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre du programme École de la deuxième chance. Objectif, insérer 150 jeunes dans le tissu socio-économique. Le point dans ce reportage de Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est à Bouaké. Dr Kofi Nguessan hier pour le lancement officiel du projet Employabilité et Entrepreneuriat, Lafigué. Projet qui vise à former 150 jeunes, dont 27 filles dans le secteur des mines et du BTP, en vue de leur insertion professionnelle. Ces jeunes, âgés de 18 à 40 ans, sont issus des localités impactées par les activités minières des départements de Dabakala et de Katiola, dans la région du Hambol. Ce projet est le fruit du partenariat entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, la société Endeavor Mining et le GIZ Invest for Job. D'un coût de plus de 145 millions de francs CFA, le du projet s'inscrit dans le cadre du programme de l'école de la deuxième chance. Ce sont des formations qualifiantes de courte durée à visée d'insertion professionnelle décente et durable. En décidant d'investir dans la formation professionnelle des jeunes, Endeavor Mining est dans la droite ligne des orientations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait de la formation de la jeunesse un volet important de sa politique sociale. Les différents partenaires et les autorités locales se réjouissent de la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes plus que fiers et contents de voir tous ces jeunes. Nous espérons qu'ils vont vraiment puiser et profiter de toute cette opportunité de formation-là avec sérieux pour vraiment augmenter leurs chances d'avoir un emploi sur la mine, mais aussi ailleurs. Notre souhait, c'est que toutes les mines qui vont s'installer désormais
tiennent compte de ce besoin et de cette nécessité de former au préalable les jeunes gens et les jeunes filles en sorte qu'on ne nous dise pas après, mais il n'y a pas de compétences. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. J'ai fait un bac plus 2. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance comme les autres pour passer des concours. Donc ce projet vient pour nous autres donner une seconde chance. Il invite les autres filles. S'il arrive qu'on relance un autre, elles puissent s'inscrire. Toi, une femme, si tu travailles, tu es respectée. Si elles viennent, peut-être elles pourront s'occuper demain d'elles-mêmes. Elles seront respectées dans la société. Les filières de formation concernent l'électricité bâtiment, la plomberie, la maçonnerie, la soudure chaudronnerie, l'électricité d'équipement et la menuiserie. Des équipements agricoles offerts récemment à la jeunesse rurale de Téhini, localité située dans la région nord-est du pays. C'est un don du directeur des moyens généraux, Michel Noufé, également fils de la région du Bounkani. Les précisions de Didier Nguessan. Les jeunes de Téhini, département de la région de Boukani, reçoivent du matériel agricole composé d'arrosoirs, de dabas, d'engrais, de produits phytosanitaires, du matériel bureautique, entre autres. Ce don d'une valeur de 2 millions de francs CFA est un geste de Michel Noufé, cadre de la région. Pour le donateur, cette action vise à favoriser la prise en charge des jeunes. Qui dit jeune, dit l'avenir de ce pays. Qui dit jeune, dit l'avenir de Téhini. Qui dit jeune, dit l'avenir du Boukani. Je voudrais, chers jeunes, chers fioles, vous inviter à tourner le dos à la facilité. Voyez-vous, vous avez tout pour ne pas tomber dans ces travers. Et je vous demande sincèrement de regarder l'avenir en face de vous. Le secrétaire général de la préfecture, représentant du préfet, a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour l'autonomisation des jeunes. Ces équipements sont une opportunité pour ces jeunes en quête de mieux-être pour leur épanouissement. Le président du Conseil national des jeunes du département de Téhini a exprimé sa satisfaction aux parrains avant d'inviter ses camarades au travail. En marge de cette remise de matériel agricole, le secrétaire général de préfecture et le donateur se sont prononcés sur les événements d'insécurité liés aux incendies des engins, notamment les véhicules à Bouna. Ils ont exhorté les jeunes à la vigilance en dénonçant les auteurs de ces actes auprès des autorités compétentes. Le jeûne, quatrième pilier de l'islam, se poursuit. Dans la commune d'Abobo, par exemple, les transporteurs ont été conviés le 30 mars dernier à une rupture collective du jeûne. C'est une initiative de Ibrahima Koné, responsable d'une entreprise de transport. Ce dernier a également offert 2 tonnes de vivres à ses convives. Les précisions de Didier Nguessan. Un partage de repas pour rompre le jeûne. Ces fidèles musulmans de la commune d'Abobo sacrifient à la tradition du Ramadan, mois de pénitence et de partage. Ibrahima Koné est l'initiateur de cette rupture collective de jeûne. Il remet 2 tonnes de vivres composées de riz et de sucre aux bénéficiaires. C'est une joie. On est dans le mois béni de Dieu. Le frère nous a envoyé des dons. Nous sommes heureux. Nous payons. On lui dit merci. Nous remercions la mairie d'Abobo, toujours qui nous assiste. Les bénéficiaires exercent pour la plupart dans le transport. Avant la rupture, ils ont été entretenus sur la réforme du permis de conduire et de l'intérêt pour la sécurité routière. Nos parents transporteurs, nos frères transporteurs sont à la tâche. Très souvent, ils se lèvent avant nous tous, à 4 h du matin, ils sont sur pied. Ils rentrent très tard et M. le ministre a souhaité que nous puissions donc profiter de ce mois de Ramadan pour partager avec eux, échanger avec eux et donc être à leur écoute. 9e mois du calendrier musulman, le Ramadan est aussi le 4e pilier de l'islam. Pour terminer, l'actualité nationale, ce séminaire organisé du 29 au 31 mars dernier par le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie numérique. 35 inspecteurs techniques ont participé aux travaux. Objectif, mieux comprendre les manuels, guides d'audit et de contrôle d'administration. Le point, Arsène Kouassi du service sport.
Instauré en 2014 par le gouvernement ivoirien, le schéma directeur de la réforme des finances publiques décide de mettre en place un dispositif de contrôle et d'audit interne et externe dans les administrations en vue de professionnaliser et harmoniser l'audit et le contrôle. Une dynamique dans laquelle le ministère des Sports, à travers l'Inspection générale des sports, ne reste pas en marge. Pour cela, un séminaire a été initié à l'intention des inspecteurs techniques de la tutelle. Objectif, présenter les manuels et guides d'audit et de contrôle afin qu'ils s'en approprient. Nous avons travaillé sur l'audit de conformité, sur la planification des missions, sur l'audit de conformité, notamment le respect de la réglementation, des textes également. Nous avons également travaillé un peu sur l'audit financier et comptable. Durant 3 jours, les participants seront instruits sur plusieurs thématiques, entre autres, présentation du manuel de planification des missions d'audit, présentation du manuel et guide d'audit de performance, présentation du manuel et du guide d'audit de conformité et la présentation du manuel et guide d'audit social. Cette formation, elle est bénéfique pour le ministère des Sports, notre organisation commune. À l'avenir, nous saurons être des conseillers efficaces de nos gestionnaires afin que nos structures administratives soient performantes. Nous avons énormément appris au cours de ce séminaire et nous faisons la promesse solennelle ici que toutes les directives qui nous ont été enseignées au cours de ce séminaire vont servir à bonifier le travail que nous allons faire sur le terrain. Ce séminaire d'appropriation des manuels et guides d'audit et de contrôle dans l'administration s'est achevé le 31 mars 2023. Des images pour terminer ce journal. L'enrôlement des électeurs dans la région Est de la République démocratique du Congo prolongé de 10 jours. Cette opération était donc censée s'achever le 1er avril dernier. Il faut noter que c'est la seconde prolongation de cet enrôlement dans la partie orientale de la RDC, zone marquée par les violences et déplacements des populations. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur les chaînes du groupe RTI.